Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'exploit qu'il y a eu chez LastPass pour savoir un peu comment ils se sont fait pirater et ce qui s'est passé jusqu'au bout et comment ça s'est déroulé. Parce que c'est une histoire qui est un petit peu rocambolesque et je pense que c'est assez intéressant de comprendre pourquoi ils se sont fait pirater, comment ils se sont fait pirater et ce qu'ils auraient pu faire pour éviter tout cela. Avant de vous expliquer dans cette vidéo comment c'est passé, j'invite tout de suite à vous abonner et à liker la vidéo. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une première fuite de données en août 2022 chez LastPass. Donc, on a un acteur malveillant ici qui avait volé des données, qui s'est introduit dedans et qui avait volé des données. Ensuite, il les a publiées, il a vendu ces données et n'importe qui était capable de les acheter, moyennant bien sûr finance. Il y a un deuxième acteur malveillant qui s'est dit ok, nous ce qu'on veut c'est surtout accéder à l'AWS en fait chez LastPass parce que c'est là où il y a toutes les données. Il y a uniquement 4 développeurs qui font de l'opérationnel qui ont accès à cette AWS là. Donc l'idée c'était vraiment d'aller les cibler et dans cet élément là ils se sont focalisés sur un acteur en particulier. Alors bien sûr ils l'ont appelé Ben pour éviter de faire fuiter le prénom de la personne qui a subi cet incident. Mais globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont procuré l'ensemble des fichiers qui étaient liés à Ben pour comprendre un peu comment il fonctionnait. Après, ils se sont aperçus en fait que ce Ben utilisait Plex. Plex, c'est un petit outil qui permet de faire du stream de vidéos sur votre télé. Par exemple, vous avez un NAS Synology sur lequel vous avez vos films et vous dites ok, j'ai envie de les regarder sur ma télé. Et ben Plex va se connecter sur votre NAS Synology, il va accéder à votre banque de fichiers et vous permettre d'aller les lire sur votre téléphone, sur une tablette ou autre. Et donc vous pouvez tout piloter ça. C'est quand même assez bien fait. Si ça vous intéresse, on pourra en parler plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais donc l'idée c'est qu'il s'est dit ok, donc Ben, il a un Plex qui est exposé sur Internet. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on va essayer de voir s'il n'a pas autre chose que Plex qui est ouvert sur Internet. Mais dans ce cas-là, il avait uniquement cet outil-là qui était accessible à tout le monde. Et il s'est aperçu que ça donnait un lien vers son interne. Ça faisait une corrélation entre le service Plex qui était hébergé chez lui et son réseau interne. Donc, ils ont commencé à scanner l'IP public. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est aller sur Shodan, dire bah, je veux le port 32400 qui s'appelle Plex. Et donc là, on voit qu'il y en a 250 000 qui sont identifiés sur Internet. On en a aux États-Unis, on en a en Allemagne, on en a au Canada. Donc là, on voit bien sûr que tout est en non autorisé, mais on peut, par exemple, l'ouvrir. Voilà, si on va aller voir, je ne sais pas, en Allemagne. Donc ici, on voit que le 32400 est bien ouvert. On voit que c'est du TCP. Hop, on va aller chercher. Pareil, 32400. Et donc là, on voit, quand on tombe bien sur Plex, on voit qu'on est en HTTP en plus. Peut-être qu'il n'est pas à jour, donc peut-être qu'il y a des vulnérabilités. Ou si jamais, dans les fuites de mot de passe, on a le nom d'utilisateur et le mot de passe, ben on va pouvoir se connecter avec, ce qui va donner un premier accès à l'application. Et après, à partir de là, potentiellement, on peut avoir un SSH, on peut avoir tout un tas de choses. On peut déployer des packages, on peut avoir un accès, on va dire, au réseau interne. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là, on voit qu'elle n'est pas hébergée par Plex, donc elle est hébergée directement chez la personne en question. Donc on peut faire via courriel, via Google et autres. Donc voilà, vous voyez, hein, s'il n'y a rien d'exceptionnel. Donc pour reprendre dérouler notre attaque, cet deuxième acteur malveillant, il a récupéré les données, il s'est aperçu qu'il y avait un Plex qui était disponible. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a soit utilisé un mot de passe qui était dans une des fuites de données pour le développeur qui utilisait Plex chez lui, soit qu'il est passé par en fait la CVE 2020 5741 qui permet en fait d'avoir un accès à distance via une récupération de tokens sur Plex. Donc on voit que finalement, si c'est pas mis à jour, on peut arriver à récupérer des éléments qui sont vraiment critiques. Ce qu'il a fait, c'est qu'une fois qu'il est arrivé à s'introduire sur le serveur Plex, on a un déploiement qui a été fait d'un keylogger pour pouvoir récupérer en fait l'ensemble des mots de passe qui étaient tapés, dont celui qui contenait en fait le mot de passe admin du coffre-fort LastPass. Au bout d'un moment, Ben, qui est la victime, se met à taper ce mot de passe parce que c'est un développeur opérationnel. Donc il a besoin d'accéder à AWS régulièrement, il a besoin d'accéder à son gestion de mot de passe quasiment tous les jours. Donc là, l'attaquant récupère l'information. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer en fait cette information, il va récupérer l'information et grâce à ça, il va pouvoir se connecter directement au compte administrateur AWS et récupérer l'accès à l'ensemble des clés de déchiffrement des fichiers qui étaient chiffrés, qui avaient été volés par le premier acteur malveillant. Parce que oui, bien sûr, lorsqu'il y a eu l'intrusion du premier acteur malveillant, il avait récupéré énormément de données confidentielles, dont les coffres-forts des utilisateurs,
qui soi-disant était censé être protégée, dont la fuite de données n'avait pas permis au premier attaquant de pouvoir récupérer les clés de sécurité pour pouvoir accéder à l'ensemble des mots de passe chez LastPass. Mais là, le deuxième attaquant, lui, il a eu accès aux clés. Et donc, vu comme il avait racheté la fuite de données, c'est-à-dire qu'il a accès à l'ensemble des mots de passe de tous les utilisateurs qui étaient chez LastPass. Et donc là, énorme fuite de données. Bien sûr, LastPass s'est pas amusé de se vanter de ce genre de choses, mais comme quoi on peut voir que un attaquant qui va récupérer une première source d'information, qu'il l'ait acheté ou non, qui va derrière se focaliser, faire, là c'est même pas du spear phishing, il va aller exploiter des vulnérabilités qui sont ni plus ni moins que des vulnérabilités de non mise à jour. Ce sont des choses qui sont basiques. Défaut de configuration, pourquoi Plex il est ouvert sur Internet? La question est là, déjà pourquoi un développeur opérationnel laisse ouvert Plex sur Internet? Déjà première faute, pourquoi il ne le met pas à jour? Deuxième faute, pourquoi un développeur opérationnel travaille de chez lui avec la base admin de la WPS de chez LastPass? C'est une boîte de cybersécurité. Vous êtes censé leur faire confiance. C'est aussi pour ça que je ne fais pas confiance aux gestionnaires de mots de passe qui sont centralisés par une entité tiers parce qu'on ne connaît pas la sécurité. Et là, peut-être que les autres employés chez LastPass sont très sécurisés. On n'en sait rien. On n'a aucune info. Mais si c'est pas la première fois qu'ils sont piratés, peut-être qu'il y a encore des gros défauts de sécurité en interne. Et là, on le voit, c'est que finalement, en prenant un maillon de la chaîne, et je ne jette pas la pierre spécifiquement sur cette personne-là, ça aurait pu être une autre personne qui a pu se faire avoir avec un mail de phishing ou autre. Mais on voit qu'une personne qui a un accès un petit peu important, et bah globalement, il se fait complètement dépouiller. Pourquoi il n'y avait pas de double authentification sur les comptes admin chez AWS? Pourquoi il n'y en avait pas? La question est là. Parce qu'à aucun moment, le deuxième acteur dit avoir récupéré des codes de double authentification. Donc pourquoi il n'y en avait pas? Donc il y a pareil, défaut de sécurité chez LastPass. Est-ce que vous avez envie, vous, de continuer avec une structure qui se fait piller ses données hyper régulièrement? Moi personnellement, pas du tout. C'est aussi pour ça que j'utilise KeePass, c'est une vraie raison. C'est que ma base de données, elle est en local, je peux faire ce que je veux avec la sécurité et au moins je suis sûr qu'elle ne fuite pas. Et si elle fuite, je suis totalement responsable. Mais au moins je ne suis pas dépendant d'un acteur extérieur. Alors ce graphique, il a été fait par Narek Kai, je ne vais pas lui voler son travail, il est très bien fait. Je voulais absolument vous en parler et vous expliquer l'histoire grâce à lui parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Mais comme on l'a vu, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont exposées sur Internet qui ne devraient pas l'être. Et c'est autant de portes d'entrée vers chez les gens et de pouvoir s'infiltrer sur leur réseau et à partir de là, déployer des choses qui sont malveillantes, que ce soit des outils pour faire de l'interception directement réseau, comme du man in the middle, que ce soit des keyloggers qu'on va pouvoir déployer sur des machines. Souvent, un petit Plex, ça tourne, ou un OpenLX, ça tourne sur un Raspberry. C'est quelque chose de tout petit en fait que vous avez chez vous et qui va ouvrir quelques fonctionnalités. Sauf que le problème, c'est que s'il est exposé sur Internet et que vous ne le mettez pas à jour, c'est autant de vulnérabilité. Pareil, pourquoi il n'y a pas de double authentification sur le service de Plex? Je ne sais pas si c'est utilisable, en tout cas la double authentification chez Plex, parce que j'utilisais OpenLX, moi qui était l'équivalent, et qui avait également des problématiques en termes de cybersécurité, parce que je l'avais eu, par exemple, un truc tout bête, mais il y avait des shares dans lesquels on trouvait des fichiers de configuration avec le mot de passe qui était embarqué dedans, qui permettait les connexions, par exemple, au NAS Synology. Et là, j'ai dit, mais c'est complètement dingue. Et je pense que chez Plex, vous avez pareil d'autres vulnérabilités. Donc, si vous avez envie d'auditer un petit peu ces outils-là, je vous invite vraiment à le faire parce que je pense qu'il y a encore des vulnérabilités qui sont présentes. Maintenant, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est normal qu'une société comme LastPass se fasse pirater de cette manière-là et si vous aviez compris l'ensemble des éléments et si vous utilisez par exemple Shodan. Pensez à récupérer le guide qui est disponible directement dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Maintenant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais avant, pensez à mettre un like et à vous abonner. Salut à tous!